C'est parti pour 20 km jusqu'à Nogaro, sous un ciel couvert. Alors j'essaie de retrouver les copains, on n'était pas au même gîte, et on nous a indiqué un domaine avec un musée des curiosités, mais qui est complètement en dehors du chemin. Et du coup, on est tous paumés. Et devinez où on s'est donné rendez-vous pour ce début d'étape. Chez un vigneron indépendant, bien sûr. Voilà, j'ai pu voir un alambic de 1907, unique en France, dont le fonctionnement m'a été expliqué en long, en large et en travers par le propriétaire. J'ai pas pu filmer l'alambic, le propriétaire était pas trop chaud pour que son alambic se retrouve sur un blog, fût-il confidentiel. Donc c'était intéressant de voir cet alambic à plateau. Par contre, j'ai pas goûté l'Armagnac parce que l'Armagnac à 9h du matin, avant de faire 20 km, c'est peut-être pas terrible. Comme le temps est gris, que je marche sur une petite route goudronnée et que c'est plat, il est temps de passer au deuxième grand protagoniste de la guerre de 100 ans. Après les Plantagenets, nous allons parler de la couronne française représentée par les Valois. Je n'ai pas trouvé de légende particulière relative au nom des Valois. Ils s'appellent Valois parce que voilà. Qui sont les Valois? Les Valois, c'est une branche cadette de la dynastie des Capétiens. Les Capétiens étant, je le rappelle, une dynastie princière d'origine franque qui succédèrent aux Mérovingiens, puis aux Carolingiens, dont le représentant le plus connu est Charlemagne. A noter que les dynasties mérovingiennes, carolingiennes et capétiennes sont issues d'un peuple germanique. Ouais, parce que les Francs étaient un peuple d'origine germanique. Ça alors, ça voudrait dire que on est allemand. C'est peut-être pour ça que j'aime bien quand il y a des saucisses au petit déjeuner. Suite des Capétiens, après ce bref intermède chevalin, intermède offert par tous les PMU de France et de Navarre, dont je suis depuis quelque temps un fidèle client sur les coups de 10h du matin. Celui-là doit pas être bien vieux. Il y en a un autre à gauche. C'est quand même bizarre, ces deux chevaux tout au fond là-bas, avec des cornes. C'est peut-être des vaches. Ouais. Ça doit être des vaches. Voilà, c'était l'instant cheval de cette étape. Je suis content, il y a des animaux. C'est un peu plus sympa que la fin d'étape d'hier. C'est donc le moment
d'observer d'un peu plus près la flore qui nous entoure. Sur le talus, vous voyez des Philicophyta, plus connus sous le nom de fougères. C'est un des plus anciens végétaux connus. Ses premiers représentants sont apparus au Dévonien. Dévonien qui s'étend de moins 420 à moins 360 millions d'années, avant même que Michel Drucker fasse de la télé. Ce qui est déjà assez ancien. Vous paraissez jeune, mais vous êtes vachement vieille en fait. Tu sais que ton ancêtre s'appelait Osmundaceae Hymenophilaceae? Ben, tu t'en fous, quoi. Ouais, t'as peut-être pas tort. Voilà, c'était la minute botanique de cette étape. Ah, ici, ils font de l'aquaculture. Qu'est-ce que l'aquaculture? Si je prends l'étymologie, culture, on cultive, aqua, eau. Donc on cultive de l'eau. Ça doit pas être ça. L'aquaculture consiste à élever des poissons, comme les vaches. Mais il n'y a pas de pré, et puis la traite des poissons est très peu répandue. On les élève dans des étangs comme cela. Ou alors dans des cages en pleine mer. Avec quoi sont nourris les poissons d'aquaculture? Avec d'autres poissons, ou plutôt leur farine. Et a priori, il doit falloir 3 kg de poissons pour en fabriquer un. On pourrait peut-être mieux pêcher les 3 kg et les manger directement, non? Voilà, c'était la minute aquaculture de cette étape-là. J'arrive à Mancier. Du coup, je vais faire une petite pause de mi-étape. Voyons voir si le café des sports chez Monique est ouvert. C'est ouvert. L'étape est courte, il est 11h, donc c'est sandwich au pâté. Bien, après cette pause diététique café sandwich au pâté chez Monique, je vais reprendre mon récit sur la saga des Valois, parce que j'ai pris un peu de retard. Et il reste moins de 10 km. Et je reprendrai ce récit une fois que j'aurai quitté cette route à grande circulation, parce que c'est pénible. Bon, là il y a moins de voitures, je vais donc pouvoir reprendre. Donc, disais-je tout à l'heure, avant mon sandwich au pâté, les Capétiens. Alors j'ai pris quelques notes parce que c'est quand même un petit peu compliqué. Les Capétiens, c'est la 3e dynastie des rois de France donc, et c'est la plus ancienne dynastie en ligne masculine directe du monde. Ouais, on est champion du monde de dynastie en ligne directe masculine. Et encore plus fort, les Capétiens n'ont pas donné que des rois de France. Les Capétiens ont quasiment conquis le monde, si ce n'est l'univers. Jugez plutôt, les Capétiens ont donné 37 rois de France, 13 rois de Naples et de Sicile, 11 rois d'Espagne, 4 rois de Hongrie, 3 rois de Pologne, 2 grands-ducs du Luxembourg, 3 empereurs de Roumanie, autrement dit Constantinople, 32 rois du Portugal et 2 empereurs du Brésil. Tout ça. D'ailleurs, cette histoire du duc du Luxembourg,
m'amène à une réflexion. Les Capétiens, donc, font partie des dynasties des rois de France. Donc, les Capétiens, c'est à nous. Partant de là, je me dis que les ducs du Luxembourg, c'est à nous aussi. Le duc actuel du Luxembourg, Henri de Luxembourg, il est à nous aussi. Ça veut dire que tout le pognon qui est planqué dans les banques luxembourgeoises, il est à nous aussi. En même temps, c'est un petit peu vrai. Et si ce pognon qui est planqué au Luxembourg est à nous, pourquoi on ne va pas le reprendre? C'est petit le Luxembourg. On peut facilement l'envahir, non? Je poursuis tout à l'heure en passant au Valois, mais après que j'ai eu quitté cette route parce que ça circule aussi pas mal et relativement vite. Ah, normalement, je vais sur le chemin à droite. Donc je n'aurai plus à faire attention qu'aux cailloux, et non pas aux cailloux, aux fossés et aux voitures. Ce qui est quand même beaucoup mieux. Mais je vais reprendre après la côte parce que c'est déjà assez compliqué comme ça. Alors, comme je marche assez vite, je vais laisser les deux pèlerins qui sont devant moi prendre un peu de champ. Que s'ils me voient causer tout seul à mon téléphone, je vais finir à l'asile. Maintenant que vous savez tout sur les Capétiens, ou presque, on va passer aux Valois. Et les Valois qui sont, je le rappelle, une branche cadette des Capétiens, dont je vous passe tous les rameaux, y compris les rameaux illégitimes. Ce qui nous intéresse, ce sont les Valois pendant la guerre de 100 ans. Sachant que la maison des Valois a été fondée en 1285 par Charles de Valois. Donc, grosso modo, une bonne cinquantaine d'années avant le début de la guerre de 100 ans. Concernant les Valois, je ne parlerai donc que de Charles IV, qui était roi de France et de Navarre. La Navarre, c'était un petit royaume situé à cheval entre la France et l'Espagne. C'est d'ailleurs toujours une province espagnole. Nous sommes en l'an 1324. Aux manettes de la France et de la Navarre, Charles IV, de la maison des Valois. Aux manettes de l'Angleterre, Édouard II, de la maison des Plantagenets. Ah, quand même, on y vient. Édouard II, qui est roi d'Angleterre, est aussi duc d'Aquitaine. Donc, bien que possédant les terres d'Aquitaine, il est aussi vassal du roi de France. C'est compliqué. Roi d'Angleterre et vassal du roi de France. Mais Édouard II ne l'entend pas de cette oreille. Il refuse de rendre hommage au roi de France, en disant en substance, n'importe quoi, de toute façon, l'Aquitaine et le Pinard du Sud-Ouest, c'est à moi, je ne te rendrai pas hommage. Évidemment, Charles IV n'apprécie que très moyennement. Pris d'une sainte colère, Charles IV envahit le duché d'Aquitaine, qu'il reprend donc à Édouard II, en même temps que le Vigne et tout le Pinard, ce qui est quand même une bonne opération pour la France. Édouard II pleure, il n'y a plus de Pinard qui arrivera en Angleterre, ou alors ce sera très 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 cher. Du coup, Édouard II paye une amende, rend hommage à Charles IV et récupère le duché d'Aquitaine, moins quelques territoires. Cette querelle va forcément laisser des traces. Et en 1328, Charles IV meurt sans héritier mâle direct. Édouard III, qui succède à Édouard II, y voit sa chance et il va revendiquer le trône de France. Pourquoi pas, après tout? Après le duché d'Aquitaine,
la France, c'est un bon deal. Tout ne va cependant pas se dérouler comme prévu pour Édouard III. En effet, en l'absence d'héritier mâle direct, ce sont les Valois, qui est une branche cadette, pour tout dire cousine, qui va hériter du trône de France. Et qui va hériter du pactole, c'est Philippe VI de Valois. Fils de Charles de Valois, lui-même comte du Maine et d'Anjou. Encore le Maine et l'Anjou. C'est vraiment une histoire de pinard quand même. La succession est contestée parce que d'un côté on a les Valois, qui font partie de la branche mâle de la dynastie, et de l'autre on a les Plantagenets, qui sont les descendants d'Isabelle de France, même sœur de Charles. Donc le cousin du roi mort est roi, et le fils de la sœur du roi mort veut aussi être roi, sauf qu'il est en Angleterre. Je vous épargne tous les détails de la généalogie des Valois et des Plantagenets et la manière dont tout cela se mélange. Il est vrai que dans les royautés européennes, tout le monde connaît tout le monde se marie avec tout le monde et tout le monde est cousin avec tout le monde. C'est un joyeux mélange, pour être poli. Parce que j'aurais aussi pu parler du royaume de Navarre, qui échoua à la nièce de Charles IV, qui s'appelait Jeanne. Pas Jeanne d'Arc, qui viendra un petit peu plus tard. Ça va, vous suivez toujours ? Pour y voir un peu plus clair, ou pas, je vais donc résumer la situation de la succession du trône de France, qui sera l'un des éléments déclencheurs de la guerre de 116 ans, 4 mois et 15 jours, plus communément appelée guerre de 100 ans. Résumé que j'entreprendrai après la côte. Résumons donc la situation en 1328, espérant que les voitures arrêtent de circuler. Donc, disais-je, en 1328, Charles IV meurt sans héritier mâle. Nous avons donc 3 prétendants à la couronne. Premier prétendant, Philippe VI de Valois, ci-devant désigné nouveau roi de France. Deuxième prétendante, Jeanne II de Navarre, fille de Louis X, qui ne fera pas tellement d'histoire. Troisième prétendant, le roi d'Angleterre, Édouard III, fils d'Isabelle de France, elle-même fille de Philippe IV et sœur de Charles IV. Cette situation, je l'avoue grossièrement résumée par moi-même et auprès de laquelle les feux de l'amour sont d'une simplicité enfantine, sera l'un des éléments déclencheurs de la guerre de 100 ans. Nous verrons demain, parce que je ne suis pas très loin de l'arrivée, les autres éléments déclencheurs avant de plonger chronologiquement dans les batailles de la guerre de 100 ans. Dernière précision, cette histoire au montage vous paraîtra peut-être un petit peu hachée, mais entre les randonneurs qui profitent du week-end pascal pour parcourir une petite partie du chemin vers Saint-Jacques-de-Compostelle, entre les pèlerins eux-mêmes que je double, plus les voitures, ça n'a pas été facile d'enregistrer toutes ces séquences. Je dois aussi avouer que l'histoire des Valois me paraît quelque peu terne par rapport à celle des Plantagenets. Les Plantagenets qui me paraissent un peu plus excentriques que les Valois. C'est pour ça qu'ils sont allés en Angleterre. C'est super compliqué en fait, la royauté. Entre les frères, les cousins, les héritages, tout le monde qui se marie avec tout le monde, qui ont des enfants avec n'importe qui revendiquent le trône de n'importe quoi. La République, en comparaison, c'est simple. On a un président, la femme du président, la maîtresse du président, et un scooter pour que le président puisse aller voir sa maîtresse. C'est clair, c'est simple, c'est rationnel.
Vive la République! Alors des barrières barrent le chemin. Je vais quand même passer, car je suis un rebelle. Ouais, je suis un rebelle. Non, je suis passé. Et les deux barrières devant, je vais les passer quand même. Non mais... Voilà, c'était la minute rebelle d'un jour. Pour finir cette étape, je vous propose une petite minute architecture ou maçonnerie. Si je ne trouve pas d'autres bêtises à dire d'ici Nogaro. Vous avez ici un mur en torchis qui a été écorché. Un peu comme quand on dissèque une grenouille en cours de SVT. Vous avez donc une structure en bois remplie d'un mélange de paille et de boue qui est tenue par ces petites pièces de bois qui affleurent, structure sous-jacente que l'on appelle un clayonnage. Voilà, c'était la minute maçonnerie de cette étape. Et j'entends d'ici des bruits de moteurs, comme s'il y avait des voitures qui tournaient sur un circuit, ce qui veut dire que je ne dois pas être loin du circuit de Nogaro, et donc de la fin de l'étape. Bon, il ne me reste plus qu'à trouver le gîte communal, qui est, je crois, non loin du circuit. Donc je vais me diriger au bruit. Il est sympa ce dortoir. Voilà, fin de cette étape de 22 km et demi, parce que j'ai traîné un petit peu dans Eauze ce matin. Sinon, tranquille, voilà. Ici, il fait chaud, mais en attendant, je profite d'une boulangerie ouverte un lundi de Pâques pour manger un chausson aux pommes et boire un petit café. En attendant, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.